Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour faire le deuxième épisode actu de la semaine. Et oui, cette semaine, c'est une des semaines particulières, on vous l'a dit, où on va commencer avec les emplois du temps à des fois faire des petits mixtes. Et donc, on est sur le Resto Connecté 58. C'est une semaine où en fait, on fait 2 épisodes actu, mais parce qu'il y a quand même des actus à traiter. Il y a des choses à dire, il y a des suivis de dossiers, comme d'habitude. En tout cas, un petit épisode qui suit une soirée pour moi, je sais pas pour toi, mais je le dis parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast de ce film-là, mais ma femme a mis Coyote Girl. Tu sais. C'était dans quoi qu'on en avait parlé? C'était à quel sujet qu'on avait parlé? Je sais plus sur quoi on en avait parlé, mais en tout cas, on avait parlé de Coyote Girl. C'était à la période du film de McGregor, quand on parlait de film. Et c'est fort possible. Donc voilà, pour la 1000e fois, j'ai vu Coyote Girl, ça accompagné de 2 kettlebells. Donc c'était sport et culture. Enfin, culture, on va pas se mentir, c'était pas le pic du pic, mais c'était pas mal quand même. Et on finit cette merveilleuse soirée avec un petit podcast. Et donc ça va être sympa. Pour finir en beauté. Voilà. Ah, tous ceux qui l'ont pas vu ce film, je vous invite à le revoir, hein. Encore une fois, c'est pas mal. C'est tout ce qui était les fins de 90, début 2000, tu sais, c'est magnifique. À l'époque de Anastasia, tu sais, la chanteuse là. Ouais. Tu vois les looks un peu comme ça, tu sais, le chapeau de cow-boy et tout. Je l'ai pas vu. Mais, vas-y, la manière dont tu me le décris, ça me dit rien. Après, bon, je me laisserai peut-être tenter, juste histoire de. Mais si, laisse-toi tenter. Non, franchement, il est bien. Il est bien. Faut le regarder. Tu sais, c'est le genre de film que tu vois. Tu vois, c'est voilà, tu passes ta soirée, tu fais du sport avec, c'est très bien, ça passe, ça passe. Tu chantes un petit peu et tu danses un petit peu. Allez, c'est parti. On commence avec une actu franco-française puisque on va parler de l'UFC Paris et d'une info qui est sortie par les maîtres fumiers au sujet du combat de Morgan Charrière contre AJ Cunningham. Donc l'UFC Paris qui va avoir lieu le 28 septembre prochain, donc c'est très bientôt justement, c'est à la fin du mois, et l'adversaire de Morgan Charrière a déclaré forfait. Alors je sais pas si toi t'as vu l'info de pourquoi il était forfait, moi j'ai pas vu. En tout cas il est forfait. J'ai pas vu. Alors au début ça avait commencé par un tweet de Morgan qui avait mis un visage de clown. Oui. Et en fait les gens en ont déduit que son adversaire avait annulé le combat. Et ça a été confirmé du coup par les maîtres fumiers. Après, j'ai pas vu pourquoi. Non, moi non plus, j'ai pas vu pourquoi. En tout cas, il est out, quoi qu'il arrive. Et toujours selon les maîtres fumiers, les premiers à pousser la porte, en tout cas à toquer à la porte de l'UFC, parce que c'est des gens qui n'appartiennent pas à l'UFC, pour remplacer AJ Cunningham, seraient des Français, avec Alioune Nahai et Anthony Dizzy. Alors, Anthony Dizzy, on va en discuter parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment un véritable appel, tu vois, sur la manière dont il l'a fait. Mais en tout cas, Alioune Nahai qui lui sera intéressé pour l'affronter en fait tout simplement. Donc ce qui est normal, hein, c'est un pensionnaire du Ares pour l'instant qui a été champion de l'ICF, qui a été champion du Contender 100% Fight, du MMA-GP, là qui est à Ares, et donc on sait que Ares peut faire des passerelles vers l'UFC. Tout simplement parce que Ares s'est géré encore, en partie encore par Fernand Lopez. Fernand Lopez qui est manager aussi, qui a des combattants à l'UFC, et donc et en plus qui revendiquait le fait que justement il était ouvert à ces passerelles. Tu vois, qu'il ne retiendrait pas des combattants quand il s'agissait de signer à l'UFC. Donc il essaye de toquer à la porte. Est-ce que ça se ferait ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il en parle souvent, hein. Enfin, tu sais, t'as vu l'espèce de petite BD là où il y avait la fusion entre Morgan Charrière et William Gomis, tu sais, qui serait prêt à affronter les. Ça. Hein? C'est les maîtres fumiers qui ont publié ça. Ils ont publié ça, mais je suis pas sûr que ça soit eux qui l'aient fait. Non, c'est une vidéo que lui a fait, mais je l'ai vu sur leur story. Je viens de le voir là tout à l'heure. Là quand je tout à l'heure, ouais, moi aussi j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Donc il tacle un peu deux Français, enfin tacle, non il les tacle pas, mais je veux dire, en tout cas il s'oppose, on va dire ça comme ça, en tout cas médiatiquement à ces 2 Français-là, parce que voilà, ces petites rivalités franco-françaises, ça parle, tu vois, ça fait du buzz au moins sur le territoire français, et donc ça permet de faire parler. Et puis derrière, si ça lui permet de lui ouvrir les portes, parce que visiblement il y a encore des places, la carte peut encore changer, justement, enfin peut encore évoluer plutôt pour l'UFC Paris.
Donc, faut tenter sa chance, quoi. Faut tenter sa chance. Ouais, ouais, bon, ça coûte rien, hein. Après, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'ils recrutent Alioune. Bah, déjà, on l'avait dit, hein, et puis ça avait été confirmé que sur cette UFC Paris-là, il Ils y veulent aurait pas peu de faire de signatures recrutement. françaises. Ils veulent Ouais, pas faire de recrutement. Il y a déjà suffisamment de Français sur la carte. Donc, ouais, ça m'étonnerait. ouais. Ouais, non, moi aussi, ça m'étonnerait. Il parle de Jean Silva aussi, potentiellement. Jean Silva qui pourrait affronter justement Morgan. Ça, c'est intéressant sur le papier, parce que c'est quelqu'un qui fait du buzz, là, Jean Silva. Enfin, toute cette Ah team ouais. nerd, là, tu sais, Ah, mais lui, sont. il est chaud. Ah, il est chaud. Je sais pas si tu as Mais vu voilà. ses derniers combats, il est très très chaud. Après, de toute façon, c'est à double tranchant. Ça veut dire que Morgan, il a fait une prépa complète. Donc il est en pleine Mhm. forme. Donc il a l'avantage, entre guillemets, du short notice, même si pour lui aussi c'est un short notice, hein, parce que il passe d'un combat où, pour moi, contre Cunningham, il est complètement favori, assez largement. Et Mhm. là, ça serait plutôt l'inverse. Ah bah là, pour moi aussi, c'est plutôt l'inverse. Alors, sans dénigrer Morgan Charrière, parce qu'en plus, on dit ça, attends, on dit ça, on n'a pas fait l'analyse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même sans parler d'opposition de style, sans rentrer dans les détails, sans faire une analyse qu'on n'a pas faite, c'est juste Il que, apporte du en fait, danger. c'est que il apporte du danger et surtout c'est un combattant qui est dur au mal, qui est durable, qui cogne dur, qui a le KO au bout des poings. Enfin, tu vois là, il a quand même été chercher un finish avec des mains fracturées sur son dernier combat. Enfin, tu vois, c'est le genre de mec qui aime la bagarre et tu vois, qui arrive à nager dans les eaux profondes de la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ouais, c'est un profil qui est compliqué. C'est un profil qui est très compliqué. Qui est sur une super lancée en plus. Et qui est sur une super lancée. Par contre, si Si tu ça le se bats. fait et que Morgan remporte ce combat, tu prends son quickening. Tu vois, comme on dit à chaque fois, tu prends sa force, tu prends sa hype qui est beaucoup plus internationalisée que celle de Morgan. Donc déjà, ça te propulse un peu plus dans l'organisation, tu vois. Surtout si tu arrives à faire un beau finish. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, bah, c'est lui qui s'est positionné, hein. Il y a quelqu'un qui l'a notifié, je crois, il a dit qu'il était partant. Je pense que l'UFC, il voit un peu plus loin pour lui, là. Je pense aussi. Quand on voit la communication qui est faite autour aussi. Mais bon, en Ouais. tout cas, voilà. Là, ça Tu serait sais le mec jamais, sur hein, une carte sans pay-per-view sur un Fight Night contre un combattant pas classé, alors que là, il pourrait largement le mettre contre un mec classé, hein. Au moins dans le top 15, tu vois, un top 15. Oui, 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 oui. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que cette type nerd là, ils veulent les faire monter, hein. On l'a vu avec Boralio, là, on le voit avec Alves, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai un bug. Silva, qu'est-ce que je raconte que je Alves, Alves, Silva, un Brésilien quelconque, quoi. Non, 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 ouais, on le voit avec Silva, on le voit avec Boralio. On sent que cette team là, tu vois, ils veulent les faire monter. Tu vois, ils aiment l'univers qui ramène avec eux, tu sais, les lunettes de nerd, tu sais, avec le petit pansement au milieu. Tu vois, les trucs comme ça te marque. Tu vois, en termes de communication, ils sont pas mal du tout. Tu vois, dès la première fois qu'on les a vus, ils nous ont marqué. Tu vois, même on en avait parlé quand on avait fait le débrief du combat de Boralio contre, c'était Paul Craig. Euh, où déjà on avait parlé de, tu sais, il nous avait marqué avec le packaging qui allait avec. Donc oui. Donc voilà. Bon après, Nai, pour le coup, c'est 14 victoires, 9 KO, 4 soumissions, une décision et 4 défaites, 2 soumissions, 2 décisions. C'est quand même un bon combattant, tu vois. C'est un combattant voilà, qui va chercher des finishes parce que sur ces 14 victoires, une seule décision. Donc ça, pour l'UFC, si jamais, admettons, si jamais on se projette un peu, combattant français, nouvelle signature, c'est un profil qui est intéressant. C'est un profil qui est intéressant. Tu vois, qui fait du spectacle, qui met des KO, qui cogne dur. Ses combats à l'arrêt, ils sont loin d'être chiants, entre guillemets. Tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose quand il combat. Il a une faille, visiblement, parce que les deux soumissions qu'il a pris, c'est deux étranglements arrière. Donc, avec un Morgan Charrière qui est ceinture noire de loup à livrer, qui sait naviguer au sol. Alors, maintenant, on l'a dit, hein, il sait naviguer au sol, mais
Le finish reste toujours un peu compliqué quand même sur la soumission. Mais bon, il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. Il avait perdu une fois au RS et une fois 100% fight avec un étranglement arrière. Ouais. Ouais, maintenant, il a quand même 33 ans. Il a pas combattu à l'international, hein. Enfin, si, il a combattu en Europe, mais pas dans des grosses orgas. Ça fait quand même un gros bond de passer de l'opposition qu'il a actuellement à l'UFC. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Bah, on le sait, hein, de toute façon, à quelques exceptions près, les combattants du RS, pour l'instant, c'est pas non plus le même niveau. On va Ah, il pas y en se a mentir. quelques-uns qui pourraient aller à l'UFC. J'ai dit à quelques exceptions. Voilà, il y a quelques exceptions. Virgil Hogan, tu sais, comment il s'appelle euh, Axel Sola. Axel Solar, voilà, c'est à lui que je pensais en plus. Voilà, il y a des profils comme ça qui peuvent aller à l'UFC. Mais pour l'instant, en tout cas, oui, c'est loin d'être le cas de 96-97% des combattants du RS. En tout cas, sinon, quelqu'un qui a rebondi justement au fait que justement Naï voulait se proposer, c'est Anthony Dizzy. Donc ça a été aussi repartagé par les maîtres fumiers. Donc en disant calme-toi l'ancien, t'es fort, mais bon, ça peut être assez sombre pour toi. C'est vrai que tu parles des 33 ans de Naï, c'est 36 ans pour Anthony Dizzy. Alors c'est un ancien hein, qui a combattu au Bellator, au Cage Warrior, au Bama, au M1, au PFL, à l'Hexagone, aujourd'hui au Brave aussi, parce qu'avec les passerelles. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, certes, mais bon, c'est pas non plus, voilà, quand tu as 36 ans, effectivement, arriver dans la Big League, alors voilà, tu as raison de tenter ta chance aussi. Maintenant, de la manière dont il le dit, tu vois, à Skip, il cherche un prétendant, je suis OP, je suis dispo, lol. Tu vois, je pense que c'est plus une manière de réagir sur les réseaux, de faire de la communication sur les réseaux et de se mettre un petit peu en avant, de se mettre de s'avancer sur les réseaux plutôt que de croire véritablement qu'il sera propulsé à l'UFC. Tu vois, Ouais, j'ai pas l'impression non, que ça soit quelque chose de ouais, vraiment sincère. ouais, ouais. Sur un malentendu, quoi. Tu vois, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais non, Ouais, mais un malentendu sans y croire, quoi. ouais, il y croit pas. Ouais. En tout cas, lui, c'est 16 victoires, 5 KO, 2 soumissions, 9 décisions, 5 défaites, 1 KO, une soumission et 3 décisions. J'adore donner les Sherlock des pecs, c'est une vraie passion. Mais en tout cas, ouais, non, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de sérieux. Tu sais, on a vu aussi sur leur story que Michael Lebou, tu sais, avait dit voilà, il a raison de tenter sa chance, tout ça. Franchement, de la manière dont on peut comprendre le message, enfin, tu sais, assez clairement, ça a l'air d'être juste un coup de com'. Je fais ma story, je rebondis dessus. Effectivement, sur un malentendu, s'il y a 1% de chance que ça marche, bah ça marche. Mais en vrai, c'est plus histoire de se mettre en avant, tu vois. L'UFC De Paris, rebondir sur l'actu. c'est dans 2 semaines, l'UFC Paris, hein. C'est dans. On est combien? 3 semaines, non? 3 semaines. Trois Ouais, semaines. 3 semaines. Ouais, Ouais. t'as vu le temps qu'il y a, ils ont largement le temps dans leur roster de trouver quelqu'un pour prendre Morgan. Tu vois, l'annulation, elle se fait la veille. Il faut trouver un combattant tout de suite, là. Tu peux signer un Oui. Français pour un one-shot. Tu vois, tu proposes un contrat à un Français, tu vois. Mais là, non, avec tout le monde qu'ils ont, en 3 semaines, ils trouvent un remplaçant easy, hein. C'est sûr. Ouais. Puis j'ai l'impression que Paris attire en plus. Ça attire les Bah, attends, combattants. les gens, ils ont vu les retombées au niveau du public et tout. Franchement, c'est mortel l'ambiance. Je pense que tout combattant veut connaître ça. Et puis tu viens à Paris, accessoirement aussi. Tu sais, t'es là, t'es dans la capitale française. C'est vrai. Pour beaucoup d'ailleurs, Paris qui est la capitale de l'Europe, tu sais. Non, c'est vrai. Donc ouais, Juste non, c'est pour vrai ne que serait-ce que ça attire. visiter, tu vois, voyager et tout, c'est vrai que c'est cool. Ouais, aux frais de l'UFC, écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, puis ça change des autres villes qui connaissent, des États-Unis, enfin, tu vois, ouais, ça change. En tout cas, il y a une réponse de Morgan Charrière qui a mis une réponse en 2 temps, tu sais, et on peut décortiquer les deux. Donc, la première, rien de nouveau sous le soleil du MMA FR, tu vois, du MMA français. Donc, ils rebondissent au maître fumier, hein, parce que c'est une réponse qu'ils ont fait, qu'il a fait au maître fumier. Quand il dit ça, rien de nouveau sous le soleil du MMA FR, tu le prends comment, toi? Comment tu l'analyses? On Oh, essaie d'aller plus loin. à cette heure-ci, j'ai aucune analyse, là. Je te le dis franchement. L'homme est là sans être là. Non, mais tu sais, tu le prends un petit peu, tu sais, moi je le prends un petit peu
C'est comme si en fait les Français se tiraient dans les pattes, entre guillemets. C'est que s'il y a une Ouais, opportunité de ouais, venir ouais. et de prendre ta hype, entre Français, on le fait. Tu sais, comme si en fait, si on est combattant français, il fallait absolument qu'on soit une big team, tu vois, la French Connection 2.0, où maintenant tous les combattants français doivent être à l'international, du moins, en tout cas, soudés et ne pas s'affronter. Sauf que ce qui était vrai en 2020, entre guillemets, quand il y a eu la légalisation du MMA et tu vois, ou juste avant et tout ça, n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y a plein de combattants français qui ont signé dans des grosses organisations. Le MMA, il est légalisé. Les gens s'affrontent déjà depuis toujours. Enfin, tu sais, c'est des gens qui se sont affrontés au 100% fight. Enfin, tu vois, par exemple, Morgan Charrière, il a affronté plein de combattants français au 100% fight, au contender. Enfin, tu vois, dans ces organisations-là, enfin, dans ces organisations françaises. Aujourd'hui, à l'étranger, est-ce que c'est vraiment choquant de voir des combattants qui veuillent faire leur trou, enfin, tu sais, sans forcément le faire au détriment d'un autre Français, mais juste que, voilà, faut accepter qu'aujourd'hui, enfin, que les combattants sont aussi des individualités qui ont une carrière à gérer, et que si tu as une opportunité de rentrer, tu vas rentrer. Ouais, non, mais c'est sûr. Alors, ça, c'est sûr. Et puis de toute façon, enfin, Alioune, quand il fait son call-out, on va appeler ça un call-out, tu vois, s'il le fait contre un autre combattant, ça n'a aucun intérêt. Personne ne le calcule. Donc en fait, Oui. c'est le fait que ce soit un combat franco-français qui fait réagir. Et d'ailleurs, est-ce qu'il aurait fait un call-out si ça avait été un combattant autre que Morgan Charrière? Bah non, jamais de la vie. Oui. Donc ouais, non, non, je suis là-dessus. Moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le deuil, même si, attention, on reste toujours, entre guillemets, on reste toujours là à se soutenir entre Français. Tu vois, si tu as un Français qui vient et qui va combattre, bien sûr que tu vas te mettre derrière lui, bien sûr que tu vas être avec le combattant français. Mais est-ce que tu vas, toi, te mettre entre parenthèses parce que en face c'est un Français? Non, je ne pense pas. Enfin, tu vois, je pense pas. C'est comme, tu sais, c'est la même interrogation qu'on peut se faire, tu sais, quand tu fais l'analyse d'un combat où il y a un Français face à un étranger, entre guillemets, et que, enfin, il n'y a pas de guillemets, mais un Français contre un étranger, et que tu devrais absolument, tu sais, le donner dans ton pronostic vainqueur ou quand tu vas analyser, tu sais, lui donner plus de force qu'il n'a, tu vois. Ouais, je Alors, vois. tu vois, être derrière un combattant français, ça veut pas dire forcément que tu es Ça veut pas sûr à dire ne pas 100% être qu'il va objectif. gagner. Exactement. Tu peux dire que dans ton analyse, bah, c'est l'adversaire qui va remporter le combat. Maintenant, quand tu vas être dans ton canapé devant ta télé, tu peux te lever pour lui donner de la force. Tu vois, c'est deux choses différentes. Là, on peut se soutenir entre combattants et à la fois ne pas se mettre en retrait parce que derrière, c'est un combattant français. Si tu as une Ouais. opportunité de venir et de faire ton trou dans l'organisation, vas-y. Après, de toute façon, que le meilleur gagne. Tu vois, on parle même pas de deux Mais moi, personnes je le d'une même prends pas team. comme ça, hein, parce que je pense que Morgan, ça le dérange pas, lui, d'affronter un Français. Tu vois, je pense que si demain, lui, il a l'opportunité d'affronter William Gomis, il va pas dire non. Je suis d'accord. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il refuserait d'affronter un combattant français. Mais tu sais, c'est le rien de nouveau sous le soleil du MMA-FR. Genre, je suis pas choqué que ça soit des Français qui viennent et qui essayent de prendre la place de Cunningham, tu vois. Genre, entre Français, on se soutient pas. C'est un peu comme ça que tu vois, que je le sens. Que je le comprends, ce message. Je sais pas. Je sais pas comment Parce dire. que, Parce que ça rebondit sur le fait que justement les maîtres fumiers aient dit que les premiers à pousser la porte c'était des combattants français. Tu vois, avec Naï et avec comment Dizzy. Ouais, ouais, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. J'adore les combats franco-français. Mais je pense comme tout le Exactement. monde, comme tout fan français. C'est vrai il y a un enjeu particulier, tu vois. Il y a une tension particulière. Exactement. Les plus beaux combats qu'on a vus, nous, en tout cas, de combattants français, enfin, ceux qui avaient le plus de tension, effectivement, qui apportaient le plus de tension, c'était des combats franco-français. Tu Sur vois, Question Fight, par exemple, les meilleurs combats, pour moi, c'est les combats franco-français. ouais, mais même là, plus récemment, tu sais, comment Michael Lebou
contre Amoussou, Karl Amoussou, tu vois. C'était des combats, t'avais envie de le voir. Tu prends Baki contre Doumbé, c'est un combat, t'as envie de le voir. Tu prends tu prends Jordan Zebo contre Doumbé, c'est des combats, t'as envie de le voir. Tu sais, il y a Même une tension qu'il y a derrière. Abdul Tarlamoussou aussi, il y avait une grosse tension. Non, c'est vrai. Exactement. Les combats franco-français, depuis toujours, ça a toujours été. En termes de tension, c'est quelque chose. Ouais, c'est pour ça. Donc moi, je ne dirais pas non, tu vois, une signature d'un Français pour affronter Morgan, tu vois, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. En tout cas. Bon, là où il a été drôle, par contre, c'est sur sa deuxième réponse, quand il a dit Ben Simon ne m'a pas call out, je suis déçu en vrai. Je paye pour ce combat. Michael Ben Simon. Ah non, mais oui. Non, mais là, tu peux être sûr qu'il va pas faire de vidéo pour call out Morgan Charia. Je paye. Je vais voir l'UFC, je mets premier rang. Non, je vais le voir pas. Tu mettrais 1500 balles pour aller voir Ben Simon se faire cogner? Je les mets. Ah putain, c'est vrai que toi, c'est assez particulier ta relation avec Ben Simon. Ah, Ta haine, elle est farouche. Non, pas du tout. Arrête. Il fait Non, il trop te fait rire. rire. Non, il te fait rire. Ce combattant. Enfin, ouais, Bien sûr qu'il est drôle. Mec, c'est comédien. Double champion du monde. Ah, il est fort. N'empêche, il faut un troll dans chaque pays. Et ben nous, on l'a. C'est Michael Ben Simon. Mais non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il en joue. Il sait très bien ce qu'il fait. Bien il sûr. Est pas bête. C'est un personnage. Tu sais, on parlait de la com. Voir le simple fait que Morgan mette cette réponse, lui, quand il a vu ça, je suis sûr qu'il était grave content. Il a rigolé. Bien sûr. Tu sais, Ben Simon, il me fait penser un peu à l'autre là qui dit putain, tu sais, le mec qui faisait les vidéos genre de développement personnel pour devenir riche, tu sais, la question est vite répondue. Ouais, de ouf. Tu vois, c'est un peu le même, c'est le même profil. C'est dans le même style. C'est exactement le même profil. C'est Ben Simon et lui, c'est la même chose. Au travers du ridicule, de faire de l'autodérision, tu vois, ils sont arrivés à se hisser à un niveau où tout le monde les connaît. Alors, l'autre, la question est vite répondue, est beaucoup plus connue que Ben Simon. Ben Simon, c'est un peu notre mascotte à nous, dans le monde du MMA, tu vois. Mais dans le monde du MMA, si tu connais pas Ben Simon, c'est que tu as raté quelque chose. T'as raté quelque chose, ça veut dire que t'es pas un vrai passionné. Si tu connais pas Michael Ben Simon, t'es pas bon. C'est vrai. T'es pas bon. Bref, en tout cas, au-delà de ça, j'espère quand même qu'ils vont trouver un adversaire pour Morgan qui s'est donné à fond pour se préparer, qui a vraiment envie de combattre à l'UFC Paris. Nous, on a envie de le voir aussi combattre à cette UFC Paris. Donc ouais, faut espérer que d'ici là, il ne le fasse pas sauter. Qu'est-ce que tu penses du fait aussi que les maîtres fumiers aient dit enfin, potentiellement, tu vois, on sait jamais, pouvaient faire un micmac où, tu sais, ils déshabillent Paul pour habiller Jacques et qu'ils refassent un combat façon William Gomis contre Gemouri, tu sais, avec un Gomis contre Morgan Charrière. Imagine, ça se fait, comme ils l'ont dit. Ouais, je prends. C'est ce que je viens de te dire, juste avant. C'est un combat franco-français, je prends. C'est une revanche, en plus. Il m'intéresse ce combat en plus. Moi aussi. Je pense que l'UFC, si vous voulez, faites-le. Parce que vraiment, pareil, je veux ce combat-là. Il y a une revanche en plus à prendre. Tu sais, William Gomis qui est sorti de je sais pas combien de soumissions, qui s'était fait guillotiner par Morgan, je crois, dans le premier combat. Donc il va rééprouver sa résistance à la soumission. Mais même leur style, ils ont évolué. Leur style, ils ont évolué. Morgan, il est agressif. Gomis, il a un style difficile à gérer, je pense. Hein. En fait, avec son striking, ouais. Ouais, son striking, il est difficile à appréhender. Tu vois, quand tu le vois, tu te dis ça va. Mais je pense que quand tu es dans la cage face à lui, c'est compliqué. Ouais, donc, je suis d'accord. Ça serait intéressant. Ça serait très intéressant ce combat. Bah écoute, on verra si le dieu Dana White entend les prières franco-françaises. On enchaîne avec Pereira qui est ouvert à descendre une nouvelle et peut-être dernière fois dans la catégorie des 84 kilos. Il dit « Je suis concentré sur mon prochain combat et je me prépare, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller se battre une fois de plus chez les poids moyens pour décrocher la ceinture. Hey Dricus, apporte ta volonté de te battre.
contre moi pour me prouver que tu es pour me prouver que tu es meilleur que moi. Avec ta déclaration publique, il est facile de faire en sorte que cela se produise. Chama. Donc, toujours son petit Chama. Déjà, avant toute chose, avant qu'on dise ce que Dricus du Plessis pense de cette annonce, est-ce que tu vois un Pereira descendre une nouvelle fois aujourd'hui quand tu sais qu'il est en plein processus pour monter? Donc ça veut dire qu'il est encore plus volumineux qu'au début de sa carrière en 93, de sa seconde carrière MMA en 93. Est-ce que tu penses déjà que son cutting, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'il arriverait encore à faire cette perte de poids, cette coupe de poids? Et est-ce que c'est intéressant de voir ce combat-là? Est-ce qu'il y arriverait? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce qu'il a quand même un physique ultra sec. Tu vois, c'est pas un mec qui prend du poids. Il reste quand même super sec. Alors, il ferait un cutting de malade, il serait en mode zombie. Mais je pense qu'il peut le faire. Est-ce que le combat, il m'intéresse? Je pense que tous les combats de Pereira m'intéressent. Et même de Dricus maintenant, parce que c'est toujours surprenant. Maintenant, je comprends pas bien l'intérêt de descendre. Et en fait, il parle comme s'il avait quitté la ceinture en étant la kata en étant champion. Il avait perdu cette ceinture. C'est plus lui le champion des 84. Oui. Oui, puisqu'il reste sur une défaite contre Adesanya. Tu vois, donc non, ce serait plus logique que Dricus monte. Et encore, je suis pas à force. Alors, le combat m'intéresse, hein. Mais en fait, c'est deux KT où il y a des défis encore. Et ça bloquerait des gens qui sont plus légitimes dans cette KT. Tu vois, s'il descend, Pereira, il prend la place à soit Shimaev, soit Whittaker, soit Nassourdine, etc. Donc, je suis pas forcément pour, même si le combat m'intéresse. Je serais plus pour la montée de Pereira, tu vois, sur une KT justement lourde qui est bloquée, avec Jones, etc., où ça tourne un peu en rond, c'est bloqué. Là, ça pourrait, dans la temporalité, ça pourrait le faire. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, tous les combats de Pereira me hype, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on l'a vu avec sa capacité de trouver la faille en striking chez tout le monde, d'arriver à mettre ses KO avec son crochet du gauche, c'est fabuleux. On sent que plus ça va, plus il est à l'aise avec l'idée et le style du MMA, donc c'est super intéressant. Contre Dricus du Plessis, effectivement, c'est intéressant. Alors pourquoi descendre aujourd'hui? Parce que faire un énième combat contre Adesanya, bon, c'était pas forcément intéressant, surtout il en a gagné un, il en a perdu un autre. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, on avait fait le tour. Contre Strickland, Non, mais ils sont devenus potes. c'est surtout qu'en plus, au vu de l'évolution là, de ce qu'on a vu d'Adesanya et l'ascension de Pereira d'un autre côté qui continue de progresser, je pense que là, il n'y a pas match. Je suis d'accord. Mais on sait de toute façon que la dernière victoire, elle était préparée par Adesanya, mais à la fois, elle était chanceuse parce que s'il ratait ce rebond crochet, rebond cage avec son deuxième crochet, je pense que le combat, et toi, enfin, on en a parlé plein de fois, hein, le combat, il était dans les mains de Pereira. Et après, donc, ce que je disais, c'est que Strickland, c'est devenu son pote, donc ils s'affronteront plus, c'est fini. Donc, si jamais il doit redescendre un jour, du Plessis, c'est effectivement un bon step à faire, surtout un bon fight à faire pour lui, parce que effectivement, il n'a pas de lien avec du Plessis. C'est quelqu'un qui fait parler, c'est quelqu'un qui a pris une hype très rapidement dans l'organisation. Il vient de battre Adesanya, donc il reste avec cette idée, tu sais, c'est comme si, tu sais, il était toujours tellement accroché à Adesanya et tout ce qui tourne autour d'Adesanya. Tu sais, on en a parlé. Adesanya se lance dans la natation. T'as Pereira aussi. Bah, moi, je vais le battre. C'est ça. Tu sais, même dans les deux cas, c'est-à-dire que t'as pas pu le battre, je vais le battre, ou je vais venger Adesanya. Parce qu'ils ont une relation un peu de je t'aime moi non plus. En tout cas, côté Pereira, il y a un peu ce truc-là, tu sais, de je t'aime moi non plus, tu vois. Genre, je vais défendre l'honneur du kickboxing, tu vois, du glory, limite. Tu as dit, on s'entraînera ensemble bientôt, etc. Enfin, tu sens que plus Pereira, hein, Pereira a pas d'animosité envers Adesanya. Non, je pense pas non plus. Donc c'est pour ça, tu sais, c'est à moitié challenge, à moitié laver l'honneur, tu vois. Bon, après, est-ce que ce combat a un intérêt?
autre que notre plaisir personnel. Je ne pense pas non plus parce qu'effectivement c'est une KT là où il y a plein de chemins possibles, plein de combattants possibles qui sont en train de pousser, ce qui est un peu moins le cas. Tu dis il y a des choses à faire en 93, alors oui il a des choses, il a des personnes encore à affronter, il a en KLAF, tu vois, il a des combats à faire encore, il y a pas de souci. Mais c'est un peu moins le cas que dans la KT des 84 où vraiment là tu sens qu'il y a plein de possibilités, de chemins, Shimaev, Whittaker, Nassourdine, il y a qui Non, je suis d'autre, d'accord. Boralio, C'est enfin tu pour vois, ça que il y a des choses à faire. c'est logique que si vraiment ça se fait, ce combat, que ce soit du Plessis qui monte. Ouais. Sauf que je pense que si Duplessis monte, il a moins de chances que si c'est Pereira qui descend, Ça, je suis d'accord aussi. Ah, sur ça, je suis tu vois. d'accord. Donc l'intérêt pour Duplessis, je pense que s'il l'évoque pas, c'est parce qu'il en a totalement conscience pour l'instant. Ouais, et puis de toute façon, je pense que Pereira, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner la ceinture en 84. Bien sûr. Mais il voudrait être double champion de toute façon. En fait, je pense que son truc caché, enfin, Je tu sais, pense qu'il veut tenter. Moi, je pense qu'il veut tenter le triple champion. Le exactement, c'est ce que 21. j'allais dire. Triple champion, mais pas triple champion où j'ai été champion, mais où je suis champion. Tu vois, je suis champion en 84, en 93 et je vais tenter champion en poids lourd, tu vois. Donc, ça serait l'idée de cumuler les trois ceintures en même temps. Tu vois, faire une Conor McGregor qui avait insisté pour avoir les deux ceintures sur chaque épaule, lui d'en avoir une autour de la taille et les deux autres sur chaque épaule, tu vois. C'est vraiment pouvoir s'afficher comme ça et d'être vraiment le côté de rajouter. Déjà, ça serait historique qu'il fasse trois ceintures, tu sais, dans trois catégories différentes, mais ça serait encore plus historique s'il les cumulait vraiment. Ouais. Mais bon, encore une fois, on l'avait déjà dit, hein. Il y a vraiment peu de chances que ça se fasse parce que s'il descend, ça serait pour un one shot. Parce que le poids, Oui. ouais, il peut le faire, mais il va pas le faire. Il peut pas le faire à long terme. Il va pas faire que des cuttings. Il pourra plus. Donc, admettons qu'il batte Dricus, il décrédibilise toute la KT des 84. Donc, c'est trop risqué pour l'UFC. C'est risqué pour l'UFC. Effectivement, on verra un peu la sortie de Dana White tout à l'heure sur ça, sur cette demande de Pereira. Mais en tout cas, si jamais ça se fait, il faut que ça soit vraiment à la virgule avec l'UFC. C'est-à-dire que vraiment, ça serait un projet de l'UFC de sortir. Alors, pas le premier triple champion parce que de l'histoire du MMA, parce que ça s'est fait au One, là. Ouais, Mais par contre, triple champion de l'UFC. Et là où il faudrait que ça soit millimétré, ça veut dire qu'il faudrait qu'il descende et que limite le combat d'après, ça soit une montée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. c'est si. Que vraiment, le laps de temps entre les deux ceintures, en dessous et au-dessus, enfin au-dessus de sa KT, soit vraiment pour pas bloquer les KT, tu vois. Et qu'après, il s'arrête là. Et qu'on reprenne une vie normale, on refait une ceinture et machin et tout ça. Genre, on tente le one-shot historique, et puis après, salut. Ouais. Ah, ça me paraît compliqué quand même. Je pense que c'est compliqué aussi. En tout cas, Duplessis, avant vraiment la demande explicite, tu sais, de Pereira, disait qu'il n'était pas. En fait, il pensait qu'il ne devait pas descendre parce que déjà, voilà, non, qu'il ne devait pas descendre, mais s'il veut le faire, en fait, il pense que c'est qu'en cas de défaite, Pereira prendra l'excuse de la perte de poids. Donc, que ça, c'est pas intéressant pour lui parce que en fait tout simplement tu sais s'il gagne ça sera pas enfin pour lui en tout cas dans son esprit ça sera pas une véritable victoire, ça sera plus ouais mais en même temps il a fait le cutting de trop quoi. Donc ça entacherait une nouvelle fois une de ses victoires tu sais à Duplessis. Maintenant depuis que il a fait sa déclaration, il a dit Alex Pereira, toi et ton petit copain Sean Strickland, vous pouvez avoir une dispute de couple pour savoir qui dormira en premier. Donc, il est ouvert. Il est ouvert. Enfin, à la fois il est ouvert, mais à la fois il le dit pas très clairement. Tu vois, genre, il les renvoie un petit peu, il les taille. En fait, tout simplement, il les vanne, mais il dit pas quand même qu'il accepte ce combat. Tu vois, Ah, il crois-moi que le dit, voilà, si ça se fait. s'il a l'opportunité
Si Dana il dit oui, il signe tout de suite Dricus, c'est sûr. Bien sûr. C'est On a vu historique, il ça va faire déjà un gros dessus, hein. billet. C'est une des plus grosses stars actuelles de l'UFC, Pereira. Donc c'est toujours bon à prendre ce combat. Mais c'est sûr. C'est sûr que c'est bon à prendre. Enfin, tu sais, là maintenant, à partir du moment où tu sais que tu t'assures plusieurs millions quand tu combats avec Pereira et que tu es champion en plus. Enfin, tu vois que déjà que tu auras des points pay-per-view et plus avec le salaire que tu vas pouvoir demander en affrontant Pereira. Non, effectivement, c'est très très intéressant en termes de hype et en termes de salaire. Donc oui, bien sûr. Dana White lui dit: mon avis sur lui est qu'il est un putain de méchant. C'est ce que je pense de lui. Il veut monter, il veut descendre. C'est pour cela que tous les gens l'aiment. C'est le genre de combattant que les gens aiment. Pereira veut se battre contre tout le monde et j'adore ça. Donc, tu vois, en fait, il glorifie le combattant, mais il répond pas à la question. Il fait Il nous du donne Dana pas White. d'informations pour savoir s'il va descendre ou s'il va monter. Il nous fait du Dana White. Par contre, mais en vrai de vrai, il nous fait du Dana White, mais Dana White, quand il est OK avec quelque chose, il te donne quand même tu sais, un petit bout à prendre, tu vois. Un petit bout de viande, il te donne un petit bout de viande à tenir, tu vois. Là, il donne rien. Donc, c'est qu'il doit pas être ouvert Il n'est pas à cette ouvert. option-là. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, mais il est obligé de complimenter Pereira. Tu vois, c'est le mec qui te sauve toutes les cartes, là. Les dernières grosses cartes, c'est lui qui te les sauve. Donc, il peut en dire que du bien, de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, et puis je pense que c'est sincère aussi. Enfin, même au-delà de ça, je pense que c'est sincère. Dana White, il aime les combattants, il aime les gens qui disent oui à tout et il aime les gens qui ont une grosse paire de cojones, on va pas se mentir. Donc c'est complètement le type de profil que Dana White affectionne. Donc il le dit clairement. Ouais. En tout cas, Dana White, pour changer de sujet, est ouvert à l'IA aussi. Il n'est pas couvert à Pereira. Il est aussi ouvert à l'intelligence artificielle. Ah, j'ai vu ça. Ouais, en fait, il voudrait remédier au prétendu manque d'objectivité. Alors, je dis prétendu, mais on sait qu'il n'y a pas forcément de l'objectivité dans les classements, mais justement des classements. Et il dit que l'IA pourrait être une alternative. Il dit ce qui est formidable avec la technologie, c'est que nous ne sommes pas loin de voir l'intelligence artificielle effectuer les classements. Ce sera un putain de grand jour lorsqu'elle le fera. Écoute, moi, je sais pas. Je sais pas quoi en penser de ça. Parce que tu as effectivement, quand c'est l'humain qui fait le classement, tu as le côté subjectif, tu sais, où tu peux être, tu peux avoir un sentiment. Quand je dis un sentiment, calmez-vous les amis, c'est-à-dire que t'aimes bien quelqu'un, tu vois, un combattant qui te hype et tout ça. Donc ça peut peut-être jouer sur ta manière de penser. Tu peux avoir de la corruption aussi, entre guillemets. Mais à la fois, quand c'est de l'IA, en fait, tout dépend des facteurs qui sont pris en compte Bah, c'est pour faire ça. ce classement. Parce C'est que ça. l'IA, c'est juste ça. C'est des datas. En fait, c'est eux, c'est l'UFC qui va décider de quoi mettre en avant. Et en décidant de quoi mettre en avant, bah, finalement, c'est eux qui vont faire le classement eux-mêmes, quoi. Ouais, après, l'IA réfléchit à sa manière, tu vois, mais en gros, qu'est-ce qui pourrait être pris en compte? Si on prenait de l'IA, bête et méchant, ça veut dire qu'elle s'appuie sur des données, sur des datas. Elle va prendre quoi? Elle va prendre le nombre de combats que tu vas faire dans une année, peut-être. Elle va prendre la manière dont tu gagnes. Donc si c'est par décision unanime ou pas. Si c'est par KO, si c'est par soumission, si c'est au premier round ou au cinquième, si c'est, enfin, tu vois, entre le Mais, premier et le cinquième. mais même ça veut rien dire. Parce que ça dépend contre qui. Exactement. Mais est-ce qu'ils prennent aussi en compte aussi, peut-être ils peuvent prendre en compte le classement initial de la personne, tu vois. Et qu'est-ce que ça Ouais. apporte? Je sais pas, c'est compliqué Qu'est-ce parce que que, ça ok, change? tu prends le classement tout en sachant qu'il y a des mecs qui sont derrière, qui des fois sont. Enfin, c'est acté, tu vois. On sait qu'ils sont plus forts que des mecs qui sont devant. Donc ça a plus de valeur de battre des mecs, ces mecs-là qui sont derrière. Tu vois ce que je veux Attends, dire? reprends ton fil. Là, là, c'est moi qui, il est trop tard pour moi là pour le coup. Vas-y, attends. Ok. T'as des mecs, parce que tu dis que l'IA peut prendre en compte le classement. Ouais. Tu peux battre des mecs qui sont classés juste derrière,
et qui sont en train de faire une ascension et tu sais que, enfin, tu vois, c'est acté que tout le monde sait que c'est des tueurs. Ils sont plus forts que les mecs qui sont devant. Et ça, quand c'est un humain qui juge, il en prend compte de ça. Alors que l'ordi, il va juste se baser sur qui t'a battu un mec derrière. Ouais, mais justement, est-ce qu'avec l'IA, le mec qui est derrière, en fait, ne serait pas devant? Tu vois, si c'est l'IA qui gère. Parce que justement, il est plus fort, parce que c'est un tueur, parce que il va finir ses combats peut-être plus rapidement, parce qu'il va mettre une série de KO, parce que, tu vois. Parce qu'il aura plus de régularité dans sa manière dans ses combats. Mais en vrai de vrai, au-delà de tout ça, vraiment, l'idée que je me fais, c'est que la problématique, c'est pas les classements. La problématique, c'est le matchmaking. Parce que tu peux avoir le classement que tu veux. Derrière, c'est l'humain qui fait les combats. Comment tu évolues dans les classements? En fonction des personnes que tu affrontes aussi. Tu viens de le dire. Donc, la problématique, c'est pas ta place dans le classement. Ta problématique, c'est qui tu vas affronter. Tant que l'humain gérera le matchmaking, tant qu'il y aura ça, en fait, tu peux très bien ne pas évoluer dans les classements. Tu vois, si en fonction, quand on parlait des data, si le data, c'est le positionnement, ton positionnement et le positionnement de ton adversaire. Tu vois, par exemple, si tu es 10, tu affrontes 5, forcément, tu vas monter dans le classement. Tu vas t'approcher du top 5. Mais si tu es 10, tu affrontes 11, bah, tu vas rester dans cette zone-là. Si on se base sur de la data pure, tu vois, et que tu prends pas justement en compte l'humain, tu sais, le côté vraiment dangerosité, prospect, ou tu vois, de la personne. Tu vois, ça hype. Parce qu'il y a ce facteur-là. Hein. J'ai du mal à voir comment l'intelligence artificielle peut aussi prendre en compte une hype potentielle. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, dans le classement actuel, ça joue. Quand tu affrontes, à chaque fois je le dis, quand je fais cette corrélation avec Highlander, quand je dis tu prends le quickening, mais c'est une réalité. Tu vois, que si Shimaev aujourd'hui peut affronter Whittaker, c'est parce qu'il a de la hype. Si Shimaev il a pas de hype, il affronte pas Whittaker. Mhm. Donc, en fait, l'idée c'est de penser est-ce que c'est le classement qui doit être géré par l'IA ou est-ce que c'est le matchmaking? Est-ce que c'est pas une intelligence artificielle qui va prendre des profils, tu sais, et qui va comparer les profils et qui va trouver le combat le plus idéal à faire pour qu'il y ait le plus beau spectacle à faire? Ouais, sur le papier, ça a l'air intéressant. Après, tu sais très bien que c'est un sport trop imprévisible. C'est un sport beaucoup trop imprévisible pour que l'intelligence artificielle elle gère ça. Déjà, On est que ce d'accord. soit les hommes ou tu peux pas dire ce combat, si on les oppose, ça va faire un bête de combat. Combien de fois on s'est planté? Combien Bien de fois sûr. tout le monde a dit sur le papier ça peut être qu'une guerre. Et au final, c'était un combat éclaté, il s'est rien passé. Et pourquoi? Parce que derrière, ça reste des humains qui s'affrontent, en fait, Ah tout ouais. simplement, qui, le jour J, peuvent avoir une problématique, ou alors qui peuvent avoir une crainte, ou de se mettre une barrière Ils ont eux-mêmes, beaucoup tu à vois, ou perdre, des pas. soucis et ça, et donc non, moi l'IA, c'est pas quelque chose qui me. Enfin, en fait, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que je vois pas ce que ça peut apporter de plus et de positif. Bah écoute, je suis d'accord. En fait, là, je pense que Dana White sort cette bombe-là, entre guillemets, parce qu'il y a toute la problématique autour de John Jones, tu vois, où il le met en avant alors que tout le monde l'accuse de le mettre en avant sans que ça soit justifié, tu vois. Et je pense qu'il doit se dire au fond de lui, si l'IA prenait des datas, et quand tu vois que là, ils ont fait Mais on tu y sais, viendra, je pense, hein. Moi, je pense ils qu'on ont, y viendra. On sait qu'ils sont un proche du mec de Facebook, là, de Zuckerberg, etc., ouais, qui ont Zuckerberg. travaillé sur ça. Et Zuckerberg, je suis pas Arias, sûr qu'il fasse plus de l'IA que ça. Hein. Enfin, avec je Meta, pense enfin, s'il en fait, mais qu'il s'y mettra à un moment ou à un autre. ouais. Avec Meta, quoi que si, avec Meta, peut-être qu'il fait de l'IA. Bon, bref, après, la technologie et nous, c'est autre chose. Mais tu vois, non, ce que je veux, pour finir mon truc de tout à l'heure, tu vois, là, ils ont fait une vidéo sur John Jones avec, pour le mettre en avant sur les Dana White Contender Series. Tu sais, ils ont fait cette vidéo-là où ils ont mis tous ses records, tu sais. Et donc, je pense que lui, dans son esprit, pour justifier son dire, il se dit que si l'IA prend toutes les datas et qu'il prenne tous les records, tout ce qui a été accompli par un John Jones, forcément il le mettra au-dessus des autres. Donc il serait
entre guillemets, justifié par l'IA. Mais là, il en fait trop, là. Franchement, il commence à me saouler sur cette histoire. Et pourtant, pour moi, Jones, c'est le numéro un. Oui, On fait le classement des GOAT, c'est le numéro 1, mais il en fait trop, Dana. C'est bon, arrête tes conneries. Et c'est de toute la l'orgueil. journée, il rabâche que Jones c'est le meilleur. Calme-toi. C'est de Il y a l'orgueil. 3 ans, il lui crachait à la gueule. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est de l'orgueil. C'est parce qu'en fait, il ne veut pas qu'on le mette en porte-à-faux. Pour Ah, lui, mais c'est lui il est l'expert. malaisant. Il est malaisant. C'est bon, calme-toi. Mais même Jones, moi je serais Jones, je serais pas à l'aise. Je dirais, frérot, doucement. Mais t'as Calme-toi. vu ce qu'il a dit? T'as vu la sortie qu'il a fait? En disant que en termes de business, tu sais, il a repris sa corrélation. Si on met n'importe quel combattant dans une pièce avec John Jones, c'est John Jones qui sort vainqueur, tu sais. Mhm. Et il a dit si on met n'importe quel businessman dans une pièce avec Dana White, c'est Dana White qui sort avec le contrat. Tu sais. Mais je sais pas s'il rigole ou pas. Tu sais, quand il dit ça, s'il le dit sérieusement ou si c'est avec de la dérision, tu vois. Ouais. Il s'envoie des fleurs. Écoute, c'est un moment, c'est une romance, c'est une bromance. Tu sais, c'est deux frères qui s'aiment. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, en parlant de bromance, parlons de revanche. Revanche de Fedor contre Arlovski en Oh, boxe. Eh oui, oh. une info On a qui envie est de voir ça. sortie. Est-ce qu'on a envie de ça? C'est ça la question? C'est Ouais, ça que t'as dit? Écoute, je préfère voir Fedor contre Arlovski que Fedor contre qui déjà il devait affronter qui déjà? Jake Paul, non? Tyson. C'était Tyson? Ah oui, non, c'était Tyson. Oui, oui, bah comme oui, c'est vrai que Tyson, Jake Paul, Tyson. Donc oui, il va affronter Tyson. Est-ce que je préfère pas voir Fedor Arlovski en boxe, quitte à avoir deux anciens qui se tapent dessus avec des gants de boxe? Si, je préfère. Je préfère voir ça C'est ce que personnellement. je me disais tout à l'heure. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Je suis pas pour ce combat, mais quitte à choisir, si vraiment, parce que ça se voit que ça lui tient à cœur, hein. Depuis tout le temps que les rumeurs sortent, il y a un moment, ça va finir par se faire. Donc oui, pourquoi pas Arlovski, il y a une histoire. Le premier combat, mine de rien, était très serré jusqu'au KO. En fait, des gens retiennent que le KO de Fedor, mais jusque-là, Mais c'était Arlovski, c'était Arlovski qui dominait, hein. bien sûr. Donc, Combat qui s'est fait en 2009, en janvier 2009. C'était pour la ceinture du WA MMA. ouais, Et Fedor, il avait gagné par KO. Ouais. C'était le KO de l'année d'ailleurs, ce KO-là. ouais, bah, sur un coup de genou sauté d'Arlovski, il prend le overhand et il atterrit à plat ventre, tête contre le tapis. Impressionnant le Ouais. KO. Écoute, je sais pas, moi, si on parle de l'état de forme, je pense qu'Arlovski est en meilleure forme. En fait, il a arrêté il a été plus longtemps à haut niveau. Il Oui, vient de puisqu'il a sortir quitté finalement. le 29 juin. Il a quitté Ouais. l'UFC. Il était pas dégueu Arlovski, même en fin de carrière, hein. Mhm. Même en fin de carrière, il a bien géré là où un Fedor, il y a quand même eu un déclin. Et puis Fedor, tu sens qu'il y a plus c'est son menton pour moi le problème. Il n'y a plus de menton. Techniquement en boxe, je pense en boxe pure, hein, si c'est de l'anglaise, je pense qu'Arlovski est loin devant. Ouais. Parce que Fedor, Oui, parce que finalement, Arlovski, il était réputé pour justement pour son anglaise dans la cage et sur sa puissance de frappe. Tu vois, il faisait mal, il était dur. Donc ouais, non, je suis d'accord. ah, Je suis Fedor, il a une d'accord. boxe MMA. Fedor, c'est overhand. Enfin, sur ses derniers combats, c'était que ça, mais avant, c'était overhand pour venir coller. Il mixe avec son judo, etc. Mais techniquement, en boxe pure, je pense qu'Arlovski est loin devant. Euh, moi, franchement, j'apprécierais pas spécialement de voir ce combat. Maintenant, comme tu as dit, si vraiment Fedor il veut combattre, moi, je préfère ce combat que contre Tyson. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour Arlovski de prendre sa revanche. Fedor, après, tu l'as dit, ça fait longtemps qu'il parle de l'anglaise, donc c'est qu'il doit s'entraîner quand même depuis un moment en anglaise. Écoute, ça se trouve, il peut peut-être nous surprendre, hein. Tu sais, en anglaise pure. S'il a vraiment prévu de combattre en anglaise depuis quelques années, là, peut-être qu'il fait que ça. Peut-être qu'il s'entraîne à 100% en anglaise. Donc il a peut-être progressé parce que effectivement il y avait de l'overhand, mais il n'était pas non plus dégueu en anglaise, on va pas se mentir. Il est toujours puissant. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y en a un des deux qui est resté à haut niveau plus longtemps, qui était encore compétitif, et c'est justement quand il était plus compétitif
qu'il a décidé de prendre sa retraite, puisqu'il était sur 2 ou 3 défaites d'affilée. Et donc, ça veut dire qu'avant ça, il était toujours là. C'était un bon gatekeeper. Il a mis des jeunes, il a bloqué des jeunes dans leur l'ascension chez les poids lourds de l'UFC. Tu vois, donc et des jeunes prometteurs. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est Mais resté bon c'est pas le longtemps. seul qui pousse à Spinal au deuxième round. En tout cas, il le pousse au deuxième round. Est-ce que c'est le seul? Je crois que c'est le seul. Mais C'est le seul, hein, parce que sur le dernier épisode, on parlait de ça justement. Il me semble qu'Aspinal, c'est le premier euh, round. Non, contre Blades. attends, Non, contre Blades premier round. Non, c'est que du premier round, Aspinal. attends, je te dis ça tout de suite. Donc, premier round, premier round, premier round, premier round, premier round, premier round. Arlovski, deuxième round, premier round, premier round. Effectivement, en tout cas à l'UFC, mais Ah, même, l'UFC. ouais, sinon c'est Obama, où il perd au deuxième round sur coup de coude Ouais, illégal. on avait En vu. fait, ses défaites, c'est au deuxième round, mais sinon ses victoires, c'est au premier round, sauf Arlovski qui l'emmène au deuxième. Sinon, c'est que les défaites qui ont été au deuxième round. Donc, bon, défaite après, bon, on va pas se mentir, coup de coude illégal, bon, bah, c'est une défaite, mais par disqualification. Mais en tout cas, oui, effectivement, à l'UFC, à part Arlovski, pardon, il ne va jamais au deuxième round. Donc, ouais. Non, c'est vrai que non, c'est vrai qu'il est resté compétitif longtemps. Écoute, moi, en tout cas, si ce combat il se fait, je le regarde. Si ce combat se fait, je le regarde. Toujours, encore une fois, parce que certes, c'est deux anciens, c'est deux vieux et tout ça, mais justement, c'est deux anciens, c'est deux vieux, c'est une revanche, il y a une histoire, il y a quelque chose, donc potentiellement, moi, je le regarde et puis avec plaisir, tu vois, mais pas avec un truc où je me dis, il y a un enjeu, c'est compétitif ou quoi que ce soit, mais juste comme tu sais, moi, en fait, ces combats-là, je les prends comme un sparring, un sparring médiatisé, mais Ouais, un mais bon c'est pas sparring des médiatisé, sparring. tu vois. C'est pas des sparring. Ils vont s'avoiner. Oui, bah alors, tu crois que dans les Franchement, sparring, on j'ai pas s'avoine envie de pas voir Fedor inconscient au sol. Non, mais on sait pas là, parce que c'est l'image J'ai de trop Fedor. d'affection. J'ai trop d'affection pour lui. Merci. Écoute, C'est ça qui me voilà, je t'ai dérange. poussé là où je voulais. Parce que de la manière dont on parlait depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui te dérange. Je vais pas faire la psychanalyse à 2 balles, mais j'avais vraiment cette impression, ce que je ressentais, c'était ça, Ah oui, non, ton mais clairement. image écornée de Fedor, en fait. Qui est déjà bien écorné. Parce qu'il aurait Mhm. déjà dû arrêter le MMA avant. Mais non, j'ai pas envie de. Parce que actuellement, je pense qu'Arlovski est au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu sais, en fait, on parlait la dernière fois, tu sais, de la mémoire courte des fans de MMA qui, dès que tu prends un premier KO ou quelque chose comme ça, tu vois, ils oublient tout ce que tu as fait avant. Bah écoute, moi, de mon côté, j'arrive à me détacher de ça. C'est-à-dire euh, que Fedor perde aujourd'hui sur un combat d'anglaise, même KO ou quoi que ce soit, en vrai, j'arrive à dissocier le fait qu'aujourd'hui, c'est un ancien qui est pas dans sa discipline, qui va faire un combat, qui va se faire plaisir, qui le fait aussi pour faire plaisir au public en soi, parce que si ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour le spectacle qu'ils vont donner. Mais j'arrive à dissocier complètement la carrière extraordinaire qu'il a eue avant. Et en fait, c'est pas parce qu'il va perdre aujourd'hui que je vais me dire putain, en fait, c'est remettre en parallèle le truc en me disant, mais en fait, peut-être qu'il était nul. Mais peut-être que Ah c'était non. l'adversité, ou peut-être que c'est parce qu'il était en avant. Tu sais, c'est comme certains qui me disent, ouais, John Jones ou Georges Saint-Pierre ou tu vois des combattants comme ça. Ouais, ils étaient dominants parce qu'aussi ils étaient en avance sur le cutting par rapport à d'autres. Euh, Peut-être, mais c'est pas pour ça que c'est pas qu'un cutting qui te fait gagner un combat. Tu vois, Non, je c'est suis pas c'est- c'est une d'accord. somme de choses. Tu Je suis vois. pas d'accord. Donc là, moi, j'arrive à dissocier. Effectivement, il y avait le Fedor Prime qui a écrasé toute la concurrence. Et puis, tu as le Fedor aujourd'hui retraité, bah, qui fait un sparring, point. Tu sais, c'est comme quand Tyson, il a combattu contre. C'était qui, contre qui qu'il avait combattu en anglaise, le premier Roy Jones. combat, j'ai un trou de mémoire. Hein? Roy Jones. Roy Jones. Tu vois, si Fedor avait perdu. Fedor, ça y est, je suis encore sur Fedor. Si Tyson avait perdu, bah, voilà, tu perds et alors c'est comme ça, c'est la vie. Ça n'empêche pas que ça a été le poids lourd, un des poids lourds historiquement les plus forts, les plus forts qui n'ait jamais foulé un ring, tu vois. Ce qui est différent avec Jake Paul.
Ce qui est différent avec Jake Paul. Parce que Jake Paul, c'est autre chose, tu vois. C'est pas deux anciens qui s'affrontent. C'est un mec qui est en pleine possession de ses moyens, qui s'entraîne tous les jours comme un professionnel, qui vise à être un jour champion du monde et qui va affronter un mec de 58 ans. C'est différent. Ah non, mais oui. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais ça n'empêche que ça m'intéresse pas plus que ça. Si on peut éviter, je serais content. Mais il y a de grandes Voilà. chances que ça se fasse, hein, puisque donc c'est en discussion pour le faire en Russie. Ah, je pense que les Russes, ils veulent voir ça, hein. Bah oui, bien sûr. Ils en ont besoin, ils sont en guerre. C'est une star. Plus, il y a un peu, alors je sais pas quelle est l'entente, tu vois, mais entre la Biélorussie et la Russie, parce qu'il est biélorusse, Arlovski. Quand tu dis quelle est l'entente politiquement? Non, non, je te parle au niveau du peuple. Est-ce qu'il y a une concurrence ou pas? Je sais que, tu sais, il me semble qu'à leur premier combat, ils tenaient vraiment à afficher le drapeau biélorusse, Arlovski. Ouais, Donc il y a quand je sais même. pas. La géopolitique de l'ex-URSS, je maîtrise pas tout. En tout cas, pour l'instant, c'est qu'une rumeur hein, qui a été relayée par des médias russes, effectivement, d'un affrontement en anglaise dans la ligue RCC Boxing. Donc, ligue que je ne connais pas. On verra si ça se fait, si ça s'officialise. En tout cas, on en parlera. Il va Enfin, en falloir tout cas, qu'ils aient on le vous le budget. dira. Parce que je pense qu'ils vont demander beaucoup d'argent. Ouais, ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Ça reste un combat, tu sais quoi? Mine de rien, ça reste un combat historique. Ça reste quand même un combat historique. Ouais. En tout cas, on parlait de Tyson, on parlait de Jack Paul. Tyson qui revient sur les raisons de son combat contre Jack Paul, justement, et dit j'ai hâte d'y être. C'est quelque chose qui, je dirais, m'enflamme. Cela me donne cela me donne une vie, une énergie. C'est une vie à l'intérieur de moi. C'est juste moi, faisant ce que je veux. Oublier les autres, oublier s'ils veulent, pardon, que je perde ou que je gagne. Il s'agit de moi. Il s'agit pour moi de faire ce que j'ai à faire. Il faut que je remonte ma luminosité, moi. À ce moment précis, je mets de côté ce que pensent ma femme et mes enfants. Restez avec moi et ne vous sentez pas désolé pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est tout. Et il rajoute, rien à voir avec eux. Parfois, je me demande si c'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est mon ego qui me pousse à aller au diable avec tout le monde? Je me fiche de ma santé, soit que ma santé soit menacée ou quoi que ce soit d'autre. C'est tout simplement ce que je suis. Ils savent que j'étais comme ça avant de m'épouser. Ils savent que j'étais comme ça avant que je les ai eus. Et puis quand ils étaient enfants. Et je serai toujours ainsi. Je me mettrai toujours à l'épreuve et repousserai des limites. J'éprouve un sentiment de crainte et de nervosité jusqu'à ce que le combat approche. Ensuite, je réalise que c'est la réalité. Je suis passé par là de nombreuses fois et je sais comment gérer cette situation. Euh, Écoute, j'ai l'impression de voir Rocky qui défend sa cause devant la commission avant de. Voilà, j'ai plus rien à dire. T'as dit mot pour mot ce que j'allais dire. C'est Rocky dans la commission. En gros, C'est ça. on est aux États-Unis, c'est la terre. Chacun a fait ce qu'il veut. Tu vois, c'est mon droit de vivre de ma passion. Voilà. Vous pouvez pas me priver de mon droit. Ah, frérot, la sécurité quand même. Écoute, j'en parlais avec ma femme tout à Après, l'heure. quand t'écoutes ce qu'il dit, t'as pas envie de l'interdire. Ça tient la route, ce qu'il dit, tu vois. Il dit oui, il a connu ça toute sa vie, oui, 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 oui. Ouais, mais bon. J'en parlais avec ma femme tout à l'heure. Et en fait, ce que je lui disais, c'était que je crois qu'on peut pas. Enfin, tu sais, si t'es pas un combattant comme eux, c'est d'élite, vraiment d'élite, d'élite, d'élite. Enfin, tu sais, qui a été champion, tu sais, qui a eu le mental pour devenir champion et tout ça. Je crois qu'en fait, on peut pas être dans leur tête et savoir ce qui les anime, entre guillemets. Mais ça peut être pour un combattant, mais ça peut être pour un chef d'entreprise, ça peut être pour un mec qui se fixe des challenges et qui peut pas vivre sans ces challenges-là, tu vois. Quand il dit, ma femme m'a épousé, j'étais déjà comme ça, mes enfants sont nés, j'étais déjà comme ça, ils ont grandi, j'étais comme ça. En vrai, de vrai, c'est un mec qui vit à part de toutes les personnes qui l'entourent. Tu Ouais, vois, bien sûr. on avait,
On avait parlé de ça aussi avec Holloway. Tu vois, à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'Holloway et tout ça. C'est des mecs, tu leur dis demain, on fait la bagarre, ils font la bagarre, il n'y a pas de problème, comme il a dit. Il a dit, je suis stressé. Je suis bien sûr que je suis stressé. J'ai des moments de nervosité, j'ai des craintes et tout ça. Mais quand le jour J, je suis là pour affronter mon adversaire, je sais gérer. Et c'est marrant parce que il y a Doumbé qui a fait une interview là, cette semaine. On n'en a pas parlé là dans l'actu, mais on peut en parler là. J'avais prévu de glisser ça comme au milieu. Mais il dit exactement la même chose. Il dit bien sûr que j'ai peur, bien sûr que je suis nerveux. Et en plus de ça, bien sûr que j'ai la pression, parce qu'il se met la pression. On en avait déjà parlé en taillant ses adversaires, en leur envoyant des matelas, en faisant le spectacle comme il le fait. Il se rajoute de la pression. Une pression qui est nécessaire pour lui. Par contre, à chaque fois ce qu'il dit, et ce qui est une réalité, et c'est ce qu'on lit aussi à travers de Tyson, c'est que le jour J, ce qui sépare un combattant lambda, même un professionnel, mais d'un champion et d'un champion sur du long terme, c'est cette capacité, le jour J, à être présent, à être au top et à effacer tout ça, à l'effacer ou à s'en servir positivement comme un moteur, Ouais. tu vois. Donc c'est un peu ça. Et en fait, je crois que jusqu'à ta mort, t'es rongé par ça. Et lui, il a besoin de faire un baroud d'honneur, entre guillemets, quoi. Ouais, mais le baroud d'honneur, et pour moi, il l'a fait contre Roy Jones, tu vois. Oui, ah, je suis d'accord. Non, mais après, attention, je justifie pas Jack Paul, hein. Je Ouais, non, mais justifie pas en ça. fait, je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que c'est vrai que c'est très beau ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, et comme tu as dit, on peut imaginer ce qu'il ressent, on peut essayer de se mettre à sa place, mais il y a un moment, il faut que quelqu'un mette des limites, sinon ça n'a plus de sens en fait. Le mec à 90 ans, il va dire, ça me manque, tu vois, je veux revenir. Vous pouvez pas m'interdire de revenir. Mais non, frérot. Écoute, j'ai l'impression que c'est un mec qui, s'il meurt dans le ring, ça lui va aussi, tu vois. Tu sais, alors on va faire une autre digression cinématographique avec une pépite du cinéma, le film 300. Ouais. Parce que je l'ai vu cette semaine. Rien à voir avec les chocolats, les gars. Donc, quand tu parles de Leonidas. Donc, Tout le monde l'a vu, c'est sûr que tout le monde l'a vu. Tous nos auditeurs tout le l'ont vu. monde, c'est sûr, j'en suis sûr et certain. Et il y a une réplique là qui marche très bien, tu sais, avec ce film et donc qui est en corrélation avec ça. Tu sais, je crois que c'est un moment où il parle avec l'Arcadien, tu sais, avec le chef des Arcadiens. Mhm. Et il dit, c'est pas Léonidas qui dit ça, c'est un autre qui lui dit un truc dans le genre, nous, Spartiates, notre rêve ultime, c'est que d'avoir une belle mort, tu sais, au combat. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables de nous l'apporter, tu vois, Ouais. cette belle mort, tu vois. Donc, c'est un peu ça. J'ai l'impression, tu vois, que là, il est un peu dans cette même logique. Et d'ailleurs, il a dû voir le film et se dire, ben, en vrai, c'est ça, hein. Roy Jones, ok, Ouais, mais c'est un ancien. franchement, ça ferait mal au cul que ce soit Jake Paul qui te l'apporte, hein. Non? Ah, c'est un jeune avec de la hype. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un jeune. En fait, je pense qu'il a pris peut-être le seul jeune boxeur qui accepterait d'affronter Tyson. Moi, je pense que c'est un mélange de tout. Parce que au-delà du combat en lui-même, ça a été un grand compétiteur, donc oui, ça lui manque. Mais il y a aussi cette image de puissance qu'il avait tu sais, dans les médias. C'était l'homme le plus terrifiant du monde. Et je pense qu'il veut Mhm, retrouver cette sensation médiatiquement. Parce que là, on le voit dans les médias, mais quand tu le vois dans les médias, c'est plus en mode humour, en vrai. C'est plus de l'autodérision maintenant, Mike Tyson. Il fait plus peur à personne dans les médias. Tu vois, et quand il est invité sur les plateaux, c'est plus pour blaguer qu'autre chose. Alors qu'avant, ouais. quand il était sur un plateau, il n'y a personne qui bronchait. Parce que le regard n'était pas le même déjà. Le regard n'était pas le même. L'intensité, tu vois. Exactement. Bien C'était sûr. un animal. Mais je pense que c'est ça un peu qui lui manque aussi. Au-delà même du combat. C'est de retrouver un peu cette aura de mec tu vois, qui peut éteindre quelqu'un. Et il choisit sur le papier, la facilité. C'est plus facile qu'un boxeur pro, qu'un vrai boxeur pro, tu vois.
C'est pas si facile. C'est un vrai boxeur pro. C'est un vrai boxeur pro. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est pas si facile que ça et qu'au contraire, c'est un mec qui peut éteindre beaucoup de monde, tu vois. Non, non, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas. Il combat pas pour une ceinture, c'est ça que je veux dire. Il sait très bien Ouais. qu'il va pas combattre pour une ceinture. Donc il prend le mec qui a le plus de hype, comme tu as dit. Mais pour moi, il y a un gros risque. Pour moi, il y a un énorme risque. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, moi, je te dis, j'insiste sur le fait que je pense que c'est un des seuls jeunes, entre guillemets, boxeurs qui accepte de d'écorner son image en affrontant Tyson, parce que c'est un risque à prendre. Tu sais, d'un point de vue, vraiment, d'un point de vue image, il y en a plein qui se mettraient à la limite de se dire, attends, mais pour qui je passe, moi? Je suis là, j'ai 20 piges, et je vais affronter un mec de 57 ans, alors certes ancien champion, mais pour qui je passe, qui est une légende en plus de la boxe. Mais si jamais, justement, si jamais je le blesse, si jamais je lui fais mal, qu'est-ce qui se passe pour moi, tu vois, derrière en termes de retombées médiatiques? Là où Jake Paul, il Ça s'en passe. tamponne parce Et que tu sais même pourquoi? si demain il arrête la boxe, il continuera à gagner de l'argent, tu vois. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que les vrais boxeurs, ceux qui vivent que de la boxe, le public qui les suit, c'est des gens qui suivent la boxe. Le public qui suit Jake Paul, il ne suit Aussi, pas la boxe. Donc ils je en suis ont rien à d'accord. foutre qu'il abîme Tyson. Ils en ont rien à foutre. Ils vont le suivre quand même. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, tu as Eddie Hearn qui a repris le promoteur, célèbre promoteur de boxe, qui a repris la parole là-dessus et qui dit que c'est une aberration en fait et que lui déjà, il est content de ne pas avoir besoin d'organiser ce genre de freak show entre guillemets. Et il dit pour lui, les gens qui sont OK avec ça n'ont soit aucun intérêt, enfin n'ont soit pas l'intérêt de Mike Tyson à cœur, soit ce sont des idiots. Tu vois, il comprend l'intérêt commercial, mais pour lui, c'est non merci quoi. Ce combat-là, il n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Moi, je partage son avis. Et là, tu vois, pareil, on est sur quelqu'un donc du monde de la boxe, tu vois, qui dit, voilà, ce qu'il dit, c'est fort quand même. Soit ce sont des idiots, ça c'est à part, mais qui n'ont pas l'intérêt de Tyson à cœur. Tu vois, c'est vraiment ça. Ils ont leurs Tu vois, intérêts. voilà. Tu sais, c'est vraiment ce truc de respect de la personne de Tyson, quoi. Qu'est Tyson? On verra. On verra. En tout cas, ce combat-là, il aura lieu le 15 novembre. Il a été décalé pour problème de santé de la part de Tyson sur la première fois qu'il devait s'affronter. Ça avait été remplacé, je crois, que je dise pas de bêtises, qui a remplacé Tyson la première fois? Non, ça n'a pas été remplacé. Si, ça a été Oui. remplacé par qui? Contre qui il a combattu? Oh, j'ai un trou de mémoire. Putain, moi aussi. Contre qui il a combattu? Il a combattu, hein. En Ouais, bah short oui. notice contre qui? Hein? Contre Si tu parles avec la main devant la bouche, Mike Perry. Mike Perry, ouais. Parce que déjà que je t'entends pas très bien, mais si tu parles comme ça, moi, je t'entends encore moins. Ah ouais, excuse-moi. Mais parce que je réfléchissais, donc j'étais comme ça. Mike Perry. Je pense. Réfléchis comme le penseur, s'il te plaît. Effectivement, Mike Perry, c'était Mike Perry. Ouais, tout à fait. Donc ouais, en short notice. Ok, bah là on verra si ça se fait ou pas. Un petit problème de santé m'arrangerait quand même. Putain, ce combat-là, j'ai vraiment pas envie de le voir. Quoi qu'il arrive, toute excuse qui sort, on l'a déjà dit, on veut pas le voir. Avant de passer à la question auditeur, on va faire un petit update d'une info qu'on a donnée mardi, qui finalement était une erreur sur l'UFC 308 et on a alors No Parla Tanto 97 qui nous a corrigé. Parce qu'on avait dit que Shimaev contre Whittaker allait être dégradé d'un cran au profit de Volkov contre Gane. Finalement, il nous a dit que c'était bien confirmé, que Whittaker Shimaev était bien comme main event, puisque c'est une erreur du community manager de Twitter. Donc cette info elle a été supprimée 1 heure après, sauf qu'elle a été relayée par tout le monde. Voilà, encore une fois. Bah, pour le coup, là, ça donne raison, Maître Fumier, tu sais, la culture de l'instant. Et nous, on a juste vu les médias et on n'a pas suivi ça sur Twitter. Donc voilà, on revient en arrière. Ça ne change pas. Donc Gane Volkov 3 rounds et Whittaker Shimaev 5 rounds en main event. Voilà, pas de changement. Donc oubliez tout ce qu'on vous a dit mardi. Ça n'a plus lieu d'être. On passe à la question auditeur d'une célébrité du monde du MMA, Ikuza. Donc tout le monde, enfin si vous connaissez pas le forum d'Ikuza, c'est que vous êtes sûrement trop jeune. Maintenant il y a une page Facebook qui est toujours présente, dont un des modérateurs
historique et Jinkoa d'Autriche qui nous écoute religieusement chaque semaine et j'adore échanger avec lui parce que c'est une encyclopédie du monde du MMA. De toute façon, Ikusa, c'était l'encyclopédie du MMA pour le coup. C'était vraiment la base de données à suivre à l'époque. Alors, qui nous pose cette question, parmi tous les combattants, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que vous n'auriez jamais cru possible d'atteindre les sommets du sport? Et à contrario, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels vous auriez limite parié à la maison sur sa réussite et qui s'est au final lamentablement ramassé? Alors, c'est une très bonne question. Vraiment très bonne question. Tu sais, il me l'a posé à moi et j'ai dit, bon, attends, on va la mettre dans le podcast parce que c'est une bonne question. Et puis je savais que c'était une question qui t'intéresserait. Maintenant, elle n'est pas évidente. Pas évidente cette question parce que déjà, il faut être une encyclopédie pour avoir tous les combattants et tous les combats en tête. Tu sais, de la prélim, de l'early prélim jusqu'à la main card, entre guillemets, jusqu'au main event. Parce que souvent, justement, les profils qu'on pourrait voir monter, tu sais, surtout sur la deuxième partie, on parie la maison, bah, c'est des gens qui ont fait un démarrage sur les chapeaux de roue, tu vois, et qui se sont cassés les dents. Nous, vous le savez, on ne suit pas forcément tous les combattants, on analyse les combats, on suit l'actualité, mais par contre, effectivement, on n'est pas là à regarder de leur lit prélim jusqu'à la fin, vous le savez. Mais bon, toi comme moi, on a réussi à quand même sortir des noms, donc on verra. Et si jamais vous en avez toujours en commentaire, n'hésitez pas à nous en parler et nous les mettre. Ça pourra nous éduquer aussi, nous, sur certaines choses. On commence avec la première question. Donc, ceux que justement on n'aurait pas vu atteindre les sommets et puis qui finalement ont réussi à faire leur trou. Vas-y, je commence avec le premier, Michael Bisping. Tu vois, par exemple, c'est pas vraiment le mec que j'aurais vu devenir champion à l'époque. Bon combattant, hein, très bon combattant, mais je le voyais pas forcément atteindre le sommet et il a réussi à le faire sur KO contre Rockhold. Donc ouais, déjà un premier nom. Ouais. Et ben moi, je vais prendre un champion actuel, hein, Belal. Belal, je ne Ouais, le voyais pas du tout champion. Et je pense que c'est vrai. personne ne le voyait champion. Soyons honnêtes, personne ne le voyait champion. C'est vrai qu'il a fait des belles adaptations sur ses derniers combats. Il a été chercher ses victoires. Des fois, c'était un peu ennuyeux, souvent. Mais Merci. non, souvent, mais stratégiquement, moi, ça m'intéressait en fait de voir quels ajustements il allait faire pour battre ses adversaires. Et puis, force est de constater que ça a payé, hein. Le mec est vraiment dans la forme de sa vie. Donc, ouais, et je pense que personne ne s'y attendait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Chez les féminines, on peut parler d'une Juliana Pena. Pareil, qui est arrivé de nulle part, hein. Alors, quand tu suis le MMA féminin à fond, peut-être que tu la voyais monter, tu vois. Mais de là à battre une Amanda Nunes, tu vois, c'est pareil, c'est dans les catégories, tu sais, comme ça, où Nunes, elle écrasait tout le monde. T'as du mal à voir quelqu'un s'imposer. Et s'imposer en plus face à une Nunes par soumission. Donc, déjà, l'outstriker, entre guillemets, puis la finaliser sur étranglement arrière. Enfin, tu vois, elle est un peu sortie de nulle part. C'est Donc, vrai. ouais, pour moi, je la compte là-dedans. Ah, c'est vrai. Ouais, à Vas-y. moi, eh ben moi, et les champions aussi actuellement, c'est O'Malley. Moi, personnellement, j'y croyais pas, O'Malley. J'y croyais pas du tout. À chaque combat, quand il a commencé à affronter des tops, je me disais là, cette fois, ça passera pas, on va voir ses limites. Je me rappelle le combat contre Peter Yan. Je me disais, c'est mort. Il va se faire casser les jambes, c'est fini. Il fait un bête de combat. Ensuite, contre Sterling, je me dis, il va se faire soumettre. Il fait un bête de combat. Bon, on verra, je le voyais favori. Mais en tout cas, à partir du moment où il affrontait des tops, je le voyais pas gagner. Ouais, moi, j'y croyais plus, moi, déjà. Ouais, toi, t'y croyais plus, je me rappelle. Ouais. Et tu vois, ça s'est inversé là. Mon mode de pensée, là, je le vois favori quasiment contre toute la KT. Mais parce que son jeu a bien évolué. Et, puis on a vu ce qu'il valait vraiment au plus haut niveau, tu vois. Il a confirmé. Ouais, parce que son jeu, il a pas tant évolué que ça, hein. Enfin, il se peaufine avec le Ah, temps, il est c'est plus normal. percutant quand même. Je le Il trouve est plus plus percutant. percutant. Tu le sens plus solide aussi physiquement. Là où avant il semblait frêle.
Moi, je pense que ce qui change, c'est que, ouais, alors ça, je suis d'accord, plus solide, mais il pêche moins par orgueil, tu sais, que quand il faisait Il est plus ses mature. knock-out, walk-out, tu vois, Ouais, il est plus mature. walk-off knockout, pardon. Ouais. Il est plus mature, plus d'expérience. Et ça se ressent. Donc, ouais, moi, Ouais, non, je j'y suis d'accord. croyais pas. Dans ce qui est récent aussi, Strickland, Sean Strickland, qui l'aurait vu champion à la base? Alors oui, combattant rude, qui savait gagner ses combats, mais combattant pareil, hein, qui brillait pas plus que ça non plus. Donc tu vois, c'est pas un combattant où tu te disais, waouh, ce mec-là, c'est un futur champion, c'est la pépite, c'est vraiment l'avenir du MMA, parce qu'en plus il est là depuis toujours. Tu sais, quand on a fait l'analyse, tu sais, sur une des analyses, tu sais, j'avais parlé depuis quand Combattant il était à welter. l'UFC. Ah ouais, le mec il a 16 piges, il était à l'UFC, limite, tu vois. Donc ouais, et donc il a été remporté l'upset de la décennie, je crois, contre un Adesanya. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés pour regarder le combat parce que tout le monde pensait que le combat il était plié d'avance. Et au final, il a réussi à devenir champion. C'est vrai. Bah écoute, dans la même caté, t'as même le champion actuel, hein. Qui voyait Dricus Duplessis être champion? Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est C'est une, vrai. c'est une caté Euh, surprenante quand même, les 84. Bisbing, personne ne le voyait champion, hein. mm. Et puis les Strickland et Dricus. Ouais, Avec un petit passage par Georges Saint-Pierre, vite fait. voilà. Bref. T'en as un autre? Et Carla Esparza. Alors, elle, c'est encore un peu particulier parce qu'elle était championne. C'était la première championne de la catégorie, tu vois. Mais elle n'avait pas confirmé. Parce qu'après, elle s'était fait rouler dessus par Jedrzejczyk. Ouais. Et en fait, traverser du désert, quoi. La meuf, super vieux, super vieille. Enfin, tu sais, tu la vois un peu, tu sais, tu pourrais la comparer, son pendant masculin, ça serait Darius, tu sais. Tu sais, aucune hype. Tu la vois combattre, elle fait, enfin, les combats. Alors, Darius, non, non, pour la hype, à l'extérieur. Maintenant, dans la cage, je préfère voir un Darius que voir une Carla Esparza. Mais qui l'aurait imaginé reprendre sa ceinture contre Namajunas, tu sais? Vraiment, tu sais, moi, dans mon esprit, Namajunas, alors effectivement, quand elles se sont affrontées la première fois, bah, elle était encore jeune, entre guillemets, elle manquait d'expérience. Mais une fois que Namajunas, elle avait Mm. repris la ceinture contre enfin attends, non, non, enfin contre Weili Zhang, tu Ouais, vois, les enfin angles. qu'elle avait confirmé contre Zhang et tout. Tu te dis bon, ça y est, maintenant elle est là, elle est installée, elle a de l'expérience et tout ça. Et tu vois Esparza qui revient de nulle part et qui vient lui chercher sa ceinture, quoi. Donc ouais, Carla Esparza, pareil. Tu sais, j'aurais pas parié un copec sur elle. Franchement, j'adore cette expression. Donc ouais, non, j'aurais pas parié sur elle. T'en as d'autres? J'ai un dernier. Euh, alors, on pourrait dire deux, parce qu'en fait, ils ont explosé tardivement. Mais plus un, plus Blakovic. Ah, j'y ai pensé aussi. Blakovic et Glover, en fait. Glover aussi, qui prend la ceinture très tardivement et j'y croyais pas. Je pensais pas qu'il allait prendre la ceinture, hein. En fait, il arrivait à la fin de sa carrière quand il prend la ceinture. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Blakovic, pareil. Blakovic, deuxième partie, un peu comme un Belal, tu sais. Les mecs qui en deuxième partie de carrière, en fin de carrière, tu sais, qui ont un déclic et qui vont chercher le Graal, quoi, tout simplement. Donc ouais. En tout cas, si vous en voyez d'autres déjà pour cette première partie, n'hésitez pas en commentaire à nous les mettre. Ensuite, on a donc les personnes sur qui on aurait parié la maison. Cette partie-là, elle est quand même super dure. Elle est super dure pour nous parce que, bah, tout simplement, vous le savez, et on en a parlé encore avec Shimaev la dernière fois, on n'est pas du genre à se hyper sur des combattants quand ils débarquent. Les prospects, alors il y a des prospects qu'on valide, tu vois, effectivement, on est d'accord. Bah, de toute façon, chaque année, on fait notre prospect de l'année, il n'y a pas de souci. Mais par contre, de là à se dire, en fait, à avoir des étoiles dans les yeux trop tôt, Hmm. c'est pas du tout notre genre. Donc c'est très compliqué. Vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que bah, moi déjà, en fait, je vais mettre des... Déjà, il y a deux combattants de jiu-jitsu brésilien, tout simplement parce qu'on avait fait un épisode il y a très longtemps sur le retour de combattants de jiu-jitsu brésilien qui revenaient dans le monde du MMA et j'avais en fait plutôt hâte de voir ce que ça allait donner.
Il y en a deux sur lesquels j'aurais pu parier, notamment une, parce que tout simplement chez les féminines, tu sens que c'est peut-être un peu plus facile d'aller atteindre la ceinture. Déjà, donc le premier nom que je pourrais citer, c'est Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, avec son background en jiu-jitsu brésilien, je me disais que potentiellement, elle pouvait soumettre tout le monde. Tu sais, faire une Ronda Rousey et puis aller chercher les membres de tous ses adversaires et puis se hisser jusqu'à la ceinture. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné comme prévu. Alors, elle est toujours dans l'organisation, hein, elle gagne encore des combats, mais aujourd'hui, c'est presque sûr à 100% que, on va dire à 99% parce que ça reste du MMA, qu'elle n'aura jamais la ceinture. Ouais, c'est sûr. On peut le dire. Et écoute, moi, pour le coup, j'aurais parié la maison, mais en fait, je suis remonté à loin. C'est parce que c'était mon combattant préféré. C'est Cro Cop. Parce que je parle de l'UFC. Cro Cop, car l'UFC, pour moi, qui était censé rouler sur tout le monde. Et puis, grosse désillusion. Gonzaga. Ouais. Non, mais même, il n'y a pas eu que lui. Hein. Défaite contre Cheikh Congo, plusieurs défaites, tu vois. Donc, ouais, mais j'ai été marqué par ce combat-là contre Gabriel Napao Gonzaga, que j'avais découvert, d'ailleurs, Gabriel, parce qu'on en a parlé, on va refaire un petit retour au Jungle Fight, Gabriel Gonzaga, tu vois. Et qui, surtout, là où c'était marquant, c'est qu'il l'a mis KO sur high kick, qui était l'arme préférée de Cro Cop, enfin l'arme qui l'a fait connaître. Ce high kick, c'est jambe gauche à l'hôpital, jambe gauche à l'hôpital, jambe droite à la morgue. Non, ouais, l'inverse, pardon, oui, effectivement. Et donc là, c'est lui qui s'est pris ce high kick et qui est tombé, quoi. Donc ce combat, il m'avait marqué parce que je voyais Cro Cop tous les jours. Bah ouais. Donc moi, oui, ça a été ma plus grosse. C'est vraiment le mec sur qui je pariais et qui a pas réussi à confirmer à l'UFC. Ouais. Un petit Frenchie aussi, un français, tu sais, histoire de faire dans les combattants français. Qu'on suivait depuis toujours, on en a déjà parlé, et qui est arrivé tardivement à l'UFC par son choix, en fait, tout simplement, parce qu'il voulait se laisser mûrir et être plus efficace et avoir plus de chances d'aller chercher la ceinture. C'était potentiellement, tu sais, dans notre idée, peut-être le premier champion français qui aurait pu débarquer, premier français qui aurait pu aller chercher la ceinture à l'UFC et qui mettait toutes les conditions en allant s'entraîner aussi aux États-Unis à cette époque-là, c'était Tom Duquesnoy. Tom Duquesnoy qui finalement très rapidement a stoppé sa carrière parce que plus l'envie déjà, et c'est ce qu'il disait, plus l'envie, il avait plus cette crainte en fait, il avait plus ce truc, on parlait tout à l'heure de ce stress et cette crainte avant que les combats arrivent, et finalement lui il disait qu'il ne l'avait plus du tout et que donc il avait plus d'intérêt en fait à rentrer dans la cage. Ouais, il avait fait le tour. Ouais. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un cas un peu particulier parce qu'on ne sait pas jusqu'où il aurait pu aller. Maintenant, on sentait quand même à l'époque, ça remonte maintenant. Mais pour le coup, il me semblait très léger pour cette KT. Oui. Il y avait une grosse différence physique quand même avec notamment le mec qui avait battu Taylor Lapillus à son dernier combat. Stamann. Ouais. Lui, il a battu Tom Duquesnoy. Il a battu Tom Duquesnoy, c'est le seul qui le bat d'ailleurs, je crois. Il fait 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Ouais. Ouais, mais je pense, tu sais, un Tom Duquesnoy en pleine, vraiment quelques années avant, je pense que physique en moins ou pas physique en moins, je pense qu'il peut aller chercher des victoires. Tu vois, vraiment, pour le coup, je pense qu'il peut grimper dans le classement. C'est juste que là, il y avait le physique, mais et encore, on sait même pas vraiment si c'était que ça, parce qu'il en a affronté aussi des mecs physiques ailleurs, tu vois. Mais c'est surtout qu'il avait, ouais, non, comme il dit, il était passé à autre chose. Il était passé au yoga. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, c'est marrant, j'ai vu une vidéo de lui aujourd'hui sur Instagram. Je sais pas, j'ai note Tom Duquesnoy sur mon iPad et je pense que derrière, l'algorithme a dû faire quelque chose où tu le vois en train de faire des écarts de ouf, où il est debout, tu sais, il met sa jambe derrière sa tête. Toujours, par contre, physiquement, toujours très impressionnant. Mais franchement, pour l'avoir suivi depuis longtemps, parce que je vous ai déjà raconté l'histoire, mais le fait de l'avoir rencontré sur les championnats du monde en 2012 de MMA amateur,
Donc parce que j'étais là en tant que coach à cette époque-là, et puis j'étais avec David Baron qui était aussi coach de l'équipe de France de MMA aussi, et qui était son coach dans la vie de tous les jours à cette époque-là. Donc de l'avoir rencontré personnellement et tout ça, je sais pas, il y a un petit lien qui s'est créé, et puis derrière bah, j'ai suivi sa carrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête à l'UFC, en fait, tout simplement. Mais il y avait un espoir, et pour beaucoup de Français, et encore aujourd'hui, hein, il y a encore des gens qui parlent de Tom Duquesnoy comme un potentiel espoir de ceinture à l'époque, justement à l'UFC. Ouais. Est-ce que tu en as un autre? Ouais, j'en ai un autre. C'est Monsieur Ben Askren. Ah, Ben Askren. Ouais. Moi, j'y croyais à Ben Askren, hein. J'y croyais parce qu'en plus, c'était une caté de lutteur. Tu vois, en fait, je le voyais bien opposer sa lutte à celle de Kamaru, qui était champion à ce moment-là. Même contre Covington, ça aurait été intéressant. Mais bon, il a Il est tombé croisé sur un os. sur un os, sur une rotule, plus précisément. Et ouais, fin de carrière. Fin de carrière. Compliqué. Après, en plus, il enchaîne une défaite contre Demian Maia qui le soumet. Mais déjà, même le Ouais. premier combat contre Lawler, il est litigieux. Oui, puisque Après, l'arbitre arrête parce qu'il lui serre la tête et il pense que Lawler dort non, alors après, qu'il dort pas. je pense que j'aurais arrêté aussi parce que Lawler, il bouge plus, hein. À un moment, l'arbitre lui bouge le bras même et le bras tombe, tu vois. Ouais, le bras retombe, ouais. Et Bon, il se fait jeter en compliqué l'air. cette Il se fait décision. jeter en l'air par Lawler. Ah, il se fait jeter en l'air, il se prend un grand endpoint de malade. Ouais. Tu te dis, ouais, compliqué. Et derrière, elle enchaîne deux défaites. Donc, ouais, UFC raté pour. Et en plus, après, il part en boxe anglaise, il prend un KO. Ouais, sale fin de Je carrière. pense, encore une fois, tu sais, je pense que c'est pareil, des profils qui sont arrivés tardivement à l'UFC. Trop Tu vois, tardivement. qui auraient pu prendre une ceinture, mais qui sont arrivés trop tardivement. Je sais pas s'il aurait pu prendre une ceinture. Il y a quand même un monde entre le Bellator et l'UFC. Et entre le One et l'UFC. Ouais, je suis d'accord. J'en ai un petit dernier, ben c'est pareil, hein, ouais, je reste dans le jiu-jitsu brésilien, mais bon, j'aurais pas parié ma maison dessus, hein, mais enfin, parce que pour tout le monde, moi, j'aurais pas parié la maison. Mais je l'aurais bien vu plus s'imposer, en tout cas aller beaucoup plus loin, c'est Rodolfo Vieira aussi. Parce que Rodolfo Vieira, quand tu viens du jiu-jitsu brésilien, c'est à cette époque-là, hein, il faut remettre les choses dans le contexte, hein. C'est l'homme intouchable en jiu-jitsu brésilien. C'est un tueur à gages. C'est un physique extraordinaire. C'est une technique de fou. C'est le mec que tout le monde connaît, tu vois, que tout le monde veut en stage, que tout le monde que j'ai vu en stage aussi. Et tu te dis voilà, lui il va venir. Et en plus de ça, je rajoute une chose par rapport à un Mackenzie Dern qui a de la lutte. Un mec qui a de la lutte. Parce que on l'a dit, être 100% au sol, si t'as pas de la lutte, ça te sert à rien. Donc en plus, il a de la lutte, il a du physique, il a du cardio. Le problème, c'est que lui, il n'était pas à 50% en boxe. Il était à 20% en boxe. Et ça a beaucoup joué. Et sa crainte de prendre des coups, mentalement, je pense que ça l'a empêché de performer aussi bien qu'il aurait pu le faire. Et bah, il a été stoppé par une ceinture bleue. Et c'est ça, la grosse déception, c'est qu'il a été stoppé par une ceinture bleue par soumission sur un combat de MMA. Et ça, c'est comment il s'appelait déjà? Hernandez. Hernandez, ouais. Rien à voir avec Born to Be Alive, hein, je vous le dis. Et là, je touche les Lionel, tu sais, les anciens d'anciens. Et donc ouais, non, ouais, c'est une petite déception parce que alors, comme je dis, hein, je l'aurais peut-être pas vu aller jusqu'à la ceinture, lui, mais je l'aurais vu aller beaucoup plus loin. En tout cas, j'aurais parié pour qu'il aille plus loin que ça. Et finalement, il restera un combattant de bas de classement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi c'est vrai que quand je m'ai projeté en pensant à Vieira, j'imaginais une carrière à la Jacare. Tu vois, pas Ouais, forcément champion, mais en tout cas dans cette sphère-là. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en fait, non, il n'a pas du tout confirmé, quoi. Ouais. T'en as encore ou pas? Non. Non. Non, non, parce que j'avais réfléchi, je t'en avais donné d'autres, mais non, c'est pas assez parlant. En fait, c'est les premiers qui m'étaient venus, mais en y réfléchissant, c'est pas assez. Non. Ouais.
Bah écoutez, à vos claviers, hein, à vos claviers. On sait qu'il y a plus d'encyclopédies dans nos auditeurs qu'il y en a dans Tatami Connexion. Donc n'hésitez pas à nous faire vos petites recommandations à ce sujet-là. Et puis pareil, hein, Jinko A d'Autriche, pareil, on veut les tiennes. Parce que tu les as pas données avant et je te les ai pas demandées parce que je voulais pas être influencé, mais on veut les tiennes. Donc n'hésite pas. Je sens que t'en as. Si tu nous poses la question, c'est que t'en as dans le chapeau. Donc voilà. Bon, bah on a fait le tour de notre petit deuxième épisode d'actu, petit d'1 heure et demie comme le premier d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'on aurait fait 3 heures d'épisode cette semaine. Voilà. Bon, en soi, ceux qui partent en week-end, vous serez quand même, en tout cas, servis pour cette semaine. En attendant, bah prochain épisode, c'est l'analyse de O'Malley lundi. Lundi. Enfin, ouais, on l'enregistre lundi, mais je vais la poster lundi. Donc, O'Malley contre Advalishvili. On enregistre lundi, mais je vais la poster lundi. Ouais, tout à fait. Okay. Parce qu'il y a des fois, regarde, là, on enregistre jeudi et je vais poster vendredi. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, ça peut être différé. Surtout que je te rappelle qu'on a un projet pour mardi. On vous en dit pas plus pour l'instant, c'est la surprise, mais qui sera pas posté mardi. Il sera posté plus tard. Par contre, la semaine prochaine, on vous le dit, il y aura peut-être pas d'actu. Parce que emploi du temps ne concorde pas après par la suite, on va avoir du mal à se mettre à s'organiser pour faire de l'actu. C'est pas grave, de toute façon, la semaine prochaine vous avez quand même 2 épisodes qui sortent, l'analyse et une surprise. Donc j'espère que la surprise vous plaira, on verra. Pour l'instant on n'est que 3 à le savoir. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que sinon les gens vont comprendre la surprise. Ouais, j'en dis pas plus. En tout cas, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas que maintenant sur Spotify, je peux répondre aussi à vos commentaires. D'ailleurs, merci à ceux qui nous font des commentaires sur Spotify aussi. Merci aux abonnés aussi sur Spotify. Parce que il y en a quand même pas mal, ça augmente petit à petit. Et donc voilà. En attendant, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.